tomber, parfois, sur des opportunités étranges, voire inattendues. Ainsi moi, ce matin, je cherchais une idée de nouvelle à écrire pour la lire comme je fais depuis quelque temps pendant les confinements. D'ailleurs, j'espère que celui-ci sera le dernier. Je dois vous avouer que mon imagination était stérile. En fin de matinée, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres le courrier d'un de mes amis dont je n'avais plus de nouvelles depuis plusieurs années. D'ailleurs, en parlant de nouvelles, je dois vous dire que sa lettre en est une bien bonne. En effet, elle a toutes les caractéristiques de cet exercice littéraire particulier, la nouvelle, qui n'a rien à envier aux histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Elle en a les ingrédients, la structure, la brièveté, l'intensité. J'ai donc commencé la lecture de sa lettre, et parvenu à la moitié, et pressentant une chute remarquable, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de reprendre la lecture au début, mais pour vous, afin que nous ayons ensemble, pour la première fois, la surprise de la chute. J'ai donc rangé sa lettre dans l'enveloppe et je vais la ressortir là maintenant pour vous et vous la lire. Alors, je vais vous la lire jusqu'à l'endroit où je me suis arrêté, je vous le dirai à ce moment-là, voilà, je me suis arrêté là, et on reprendra la suite ensemble et je la découvrirai en même temps que vous. Cette lettre, si c'est une nouvelle, et ça pourrait être une nouvelle, elle pourrait s'appeler « Disparition ». Cher ami, tu seras sans doute surpris de recevoir cette lettre après tant d'années. Aussi, permets-moi, en préambule, de te présenter mes excuses pour ce silence tout à fait indépendant de ma volonté. Et pardonne-moi à l'avance le choc psychologique que mes mots vont produire sur toi. Vous allez comprendre pourquoi elle écrit ça. Je suis mort. Oui, je sais, tu dois te dire que je délire. Pourtant, c'est la vérité. Je suis mort il y a 3 ans et je vais te raconter dans quelles circonstances. Cependant, tu dois t'interroger, évidemment, comment puis-je t'écrire si je suis mort? C'est ce que je vais t'expliquer aussi dans quelques instants. Tu te souviens que plus jeunes ensemble, nous allions aux champignons et aucune sorte n'avait de secret pour nous. Ni d'ailleurs la forêt dite du fond de l'enfer. Pourtant, il y a 3 ans, en cet automne particulier, je suis parti en promenade dans cette forêt avec mon chien Cyrus. Cyrus était un épagnol qui adorait fouiner au pied des arbres, flairer le gibier et évidemment aussi jouer. Alors que je lui lançais un bâton qu'il était censé me rapporter, comme d'habitude il est parti en courant et moi, comme d'habitude, j'ai poursuivi ma promenade sans regarder où il allait. Au bout d'un petit moment, ne le voyant pas gambader à mes côtés le bâton dans la gueule, je me suis arrêté. Je l'ai cherché du regard, appelé, sifflé. J'ai eu beau chercher de tous côtés, je ne l'ai jamais retrouvé. Cyrus avait disparu. Quelle perte pour moi! Très attristé, je suis rentré à la maison. Le lendemain, je suis reparti dans la forêt du fond de l'enfer, avec l'espoir de peut-être le retrouver, blessé, mais vivant. Après 3 heures de vaines recherches, à force de tourner dans cette forêt qui, ce jour-là, portait bien son nom, j'ai eu la sensation, non, la certitude de m'être égaré. Incroyable, non? Moi qui pensais la connaître par cœur, j'étais complètement désorienté. Même la météo était comme moi. Le ciel était couvert et pas le moindre bout de soleil pour repérer la direction à prendre. J'avançais donc au hasard, à l'affût d'un détail forestier qui aurait pu me mettre sur la voie. Mais rien. Pas un arbre particulier, pas un bosquet reconnaissable, aucun indice sur les troncs ou sur le sol. J'ai dû me rendre à l'évidence, j'ai été perdu. Bon, je sais, tu dois bien rire en lisant cela, mais c'est pourtant la vérité. Et tu peux me croire, je ne l'aurais jamais avoué à personne. Tu es le premier à qui j'en parle. Je suis donc parti à l'instinct dans ce qui me semblait être la bonne direction.
J'ai marché encore 2 heures, de plus en plus dérouté. Ce mot n'a jamais été aussi bien choisi. Pour être dérouté, ça, je peux dire que je l'étais. À force de tourner de tous côtés, à un moment, je me suis retrouvé en lisière d'une clairière dont j'ignorais l'existence, et au milieu de laquelle se trouvait une sorte de maison de chasseurs. De la fumée s'échappait d'une cheminée. Je respirais de soulagement. Cela signifiait qu'il y avait quelqu'un qui pourrait m'indiquer comment retrouver mon chemin. J'avançais à grandes enjambées jusqu'à la porte à laquelle j'ai frappé. Voilà, c'est ici que j'ai interrompu ma lecture. Il m'a semblé que le suspense était bien installé pour qu'ensemble, nous allions vers la chute de ce qui ressemble, et vous serez d'accord avec moi, à une étrange nouvelle. Cependant, pour moi, je suis presque persuadé que mon ami est en train de me jouer un tour à sa façon, dont il a le secret, et le connaissant, je me doute que la chute sera improbable, peut-être même extraordinaire. Je continue. La porte s'est ouverte. Un vieil homme est apparu. Il était voûté, portait un manteau façon cache-poussière, comme celui que portait Henri Fonda dans « Il était une fois dans l'Ouest ». De longs cheveux blancs, ondulés, tombaient sur ses épaules et sa barbe épaisse, blanche également, couvrait sa poitrine. Ses yeux étaient bleu-gris et son regard intense. Je lui ai dit bonjour, l'informai que je m'étais perdu en lui demandant s'il pouvait m'indiquer la direction de la ville. Perplexe, il m'a regardé encore quelques secondes, puis m'a invité à prendre une tasse de café avant de m'indiquer le chemin à prendre. Nous nous sommes installés devant un feu à l'âtre, et pendant qu'il servait 2 tasses de café, j'étudiais attentivement la pièce unique dans laquelle nous nous trouvions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai eu l'impression d'être chez Merlin l'Enchanteur. Quel que soit l'endroit où se portait mon regard, j'identifiais des alambics, des fioles diverses, des liquides de différentes couleurs en fusion dans des ballons de verre. Merlin m'a apporté ma tasse de café fumante, proposé du sucre, offre que j'ai déclinée en le remerciant, puis il s'est assis dans le fauteuil à côté du mien. Sans un mot, il a porté sa tasse à ses lèvres et m'a invité à en faire autant. Bien que chaud, je suis parvenu malgré tout à boire le contenu de la mienne. Dès que nous eûmes terminé, sans un mot, il a emporté nos 2 tasses. Et il est revenu s'asseoir près de moi. Voici maintenant le dialogue que nous avons échangé et qui sera le dernier. Je lis. Vous vivez seul ici? Non, non, j'ai des amis. Ils vivent avec vous? Oui, ici et ailleurs. Je peux vous poser une question? Je vous en prie. Pourquoi pensez-vous que vous vous êtes égaré? Je ne sais pas, je cherchais mon chien qui s'est perdu hier dans cette forêt. Et vous connaissez son nom? De mon chien? Oui, bien sûr, il s'appelle... Non, non, de la forêt. Ah, pardon, j'ai cru... Ah oui, c'est la forêt du fond de l'enfer. Voilà. Mes amis sont partout dans cette forêt, mais personne ne les voit. Pourquoi ne peut-on pas les voir? Ils ont disparu. Ils sont ailleurs. Là, je les regardais. Il y avait une lueur étrange dans son regard, comme de petites flammes qui dansaient au fond de ses pupilles. Il m'est venu une idée glauque. La tête a commencé à me tourner, j'ai eu comme la sensation que j'allais m'endormir. Qu'avez-vous mis dans mon café? Mais qui êtes-vous donc? Je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous l'écrire. Pourquoi l'écrire? Quiconque lira mon nom rejoindra aussitôt tous mes amis invisibles dans mon monde. Votre monde? Vous vous souvenez du nom de cette forêt? Et là, je lis. Et là, il m'a mis sous le nez la feuille sur laquelle il avait écrit